Donc bonsoir à tous. Donc je suis Vincent Gatine, LSE 2017. Donc moi ce que je vais vous parler ce soir c'est donc de FPGA, de toolchain, de programmation et un peu de reverse engineering. Hop. Donc pour commencer, je vais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais expliquer un peu ce qu'est un FPGA. Donc en fait un FPGA ça veut dire Field Programmable Gate Array. En gros c'est une puce qui sert à faire des combinaisons logiques qui est programmable. Basiquement c'est ça. Ça n'a pas l'air excitant vu comme ça, mais on peut faire des trucs rigolos avec. Dans quoi c'est utilisé? Donc c'est pas mal utilisé dans tout ce qui est radio, tout ce qui est SDR, les trucs à bas, enfin les trucs qui composent le BDRF et les USRP, les USRP, c'est de la FPGA. On en trouve notamment aussi dans les montres, genre la Pebble Time Watch, qui contient une FPGA qui sert de contrôleur d'écran LCD, parce que ça coûtait trop, il n'en existait pas exprès pour, et ça coûtait trop cher. Il y a aussi un projet interne au LSE qui utilise une FPGA, le LSE-PC par Monsieur Surplis et Monsieur Alfer, qui vous présenteront ça samedi. Et globalement, ça sert aussi beaucoup en fait à faire du prototypage pour faire du prototypage en fait avant de commencer à graver des ASIC en fait, des puces. Donc en gros, les fabricants de FPGA, les deux gros en fait, c'est Altera et Xilinx pour 80% du marché. Altera qui a été racheté par Intel récemment. Et il y en a quelques petits, dont Lattice en fait, dont on va parler après, parce que c'est une des puces de Lattice qui a été dont le bytestream a été reverse engineeré pour arriver à avoir une toolchain open source qui fonctionne. Bon, alors voilà, pour programmer un FPGA, globalement, ce qu'il faut faire, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un langage de description hardware. Globalement, les deux gros, c'est le Verilog et le VHDL. Là, c'est un exemple de Verilog, c'est un compteur un peu nul, qui en fait, mince, oh là, pas du tout ça, voilà. Le compteur en fait fait juste, pour chaque front montant sur reset ou clock, il incrémente de 1 si c'est clock, et si c'est reset, il le remet à 0. C'est un peu nul parce qu'en fait c'est un compteur sur 1 bit, du coup dès qu'il atteint plus de 1, il overflow. C'est un peu nul. Voilà, donc après au niveau des tools, des outils de synthèse, moi j'ai utilisé donc principalement deux. Donc Quartus d'Altera, qui est un gros IDE, qui marche plutôt bien, qui marche sur Linux. Mais bon, il est gros, c'est un IDE, c'est pas très pratique, c'est pas forcément très pratique, mais il y a toutes les fonctionnalités que vous voulez dedans. Et le Diamond 2 de Lattice, le Diamond ou l'Ice Cube 2 de Lattice, qui est un truc, j'ai pas réussi à le faire fonctionner ni sur Linux ni sur Windows. C'était pas très pratique. Donc voilà, pourquoi on aurait envie d'avoir une toolchain libre pour FPGA? Dans l'idée, Quartus par exemple, à partir de sa version 13.1, ne peut plus programmer les vieilles FPGA type Cyclone 1, 2 et 3. Donc c'est pas super pratique. Le support de Linux n'est pas forcément fou non plus. Et puis pour le coup, ça permet de sortir un peu ces outils de reverse engineering, son cerveau, et puis de voir un peu comment ça marche dans un FPGA, quoi. Donc, en l'occurrence, ce qui a été fait, la puce qui a été mise à mal, donc c'est un Ice 40 qui est produit par Lattice Semiconductors. C'est une puce relativement peu chère, qui n'est pas très puissante, mais les boards en fait, cette board là en fait coûte 20 €, donc si vous la pétez, vous en foutez, et qui est relativement bien documentée par le constructeur. Donc c'est plutôt pratique pour tester des trucs. Donc à partir de là, il y a deux mecs, donc Clifford Wolf et Mathias Lasser, qui ont commencé à se dire que c'était marrant de reverse le bytestream.
donc le code qui est contenu dans la FPGA. Et donc ils ont créé, ils sont amusés, ils ont sorti, ils ont compris à peu près tout le fonctionnement de la S40. Et ils ont créé plusieurs tools, plusieurs outils pour programmer la puce, récupérer le code à l'intérieur, pouvoir l'expliquer, le mettre dans une forme compréhensible par un humain. Donc voilà à quoi ressemble globalement une FPGA. Donc en gros, autour, là où il y a les pins, vous avez donc les banques qui s'occupent de gérer toute la connexion avec le monde extérieur, donc entrée-sortie. À l'intérieur de ça, vous avez ce qu'on appelle des PLB, donc des Programmable Logic Blocks, qui sont en fait des... Alors, on va y venir après, mais en gros, c'est des bêtes... j'y viens après. On a un peu de RAM aussi, et 2 ou 3 autres trucs, genre de la configuration, un multiplier ou un diviseur de fréquence, et un truc pour programmer la FPGA. Donc voilà, donc dans ces PLB, donc, du coup, on trouve des logic cells qui contiennent en fait chacune une lookup table. Donc c'est un élément logique qui prend 4 entrées, et en fonction de ce que vous lui avez dit de dire en sortie, vous aurez une sortie. Vous avez 4 éléments d'entrée. Vous pouvez les programmer la sortie en fonction de la combinaison de ces éléments, et ensuite ça rentre dans une bascule D. Et vous avez donc la sortie de ce truc-là. Il y en a 8 dans un seul PLB. Et en plus, vous avez aussi un système de carry qui permet, genre, si vous voulez faire des soustractions, sur beaucoup d'éléments, de faire remonter la retenue. Merci. Donc voilà, ça c'est notre représentation donc, de la FPGA. Vous voyez ici tous les éléments, plus ou moins chaque pin en fait est représenté là. Les éléments logiques en mauve clair ou foncé, c'est les mêmes. Tous les éléments de RAM qui sont là. Bon, il manque 2 ou 3 trucs, genre la PLL, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc en fait le problème c'est qu'une fois que vous avez ça, c'est mignon, mais vous pouvez pas. Enfin, ils sont tous indépendants. Vous pouvez pas ils sont pas de base, ils sont pas reliés entre eux. Donc là, c'est là où ça devient rigolo, c'est-à-dire qu'il faut arriver à. Il y a un système pour router tous les éléments entre eux, qui est pas très simple. Globalement, entre tous ces éléments-là, vous avez un système qui s'appelle les local tracks, qui sont des fils, qui sont plus ou moins des fils en fait au nombre de 32, sous forme de 4 paquets de 8. Et vous définissez en fait dans la configuration de la FPGA qui est associé à quoi. Vous pouvez mettre l'entrée de celui-là avec la sortie de celui-là sur le même fil, ça ne gêne pas, vous faites ce que vous voulez, vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Mais ça reste confiné à cette zone-là. Et ensuite, vous avez des systèmes pour communiquer entre les différents éléments-là. Là en l'occurrence, imaginons que vous avez celui-là, il y a le système donc, de voisinage, donc vous pouvez passer en fait toutes vos valeurs aux différents voisins qui sont autour de vous, ou un système qui s'appelle le spawn 4 ou spawn 12, donc dans une direction, vous pouvez prendre 4 éléments, vous pouvez vous relier à 4 éléments, soit en horizontal, soit en vertical, et le spawn 12, donc même chose mais avec 12 éléments. Donc voilà, ça c'est un peu c'était l'explication de comment fonctionne la FPGA en hardware, comment elle a été designée. Et donc pour la programmer, en fait, ce qu'il faut, la procédure normale, c'est donc vous codez votre truc en HDL, donc en Verilog ou en VHDL comme vous le souhaitez. Ensuite, vous synthétisez en fait votre code en éléments logiques, en portes logiques. Et enfin, ensuite, une fois que vous avez récupéré ça, vous avez juste des portes logiques, mais vous n'avez pas, encore placé les éléments en fonction de la FPGA que vous avez, et vous n'avez pas relié vous n'avez pas relié les PLB ensemble. Donc le premier outil du coup pour passer de la HDL à l'RTL qui a été créé par le même gars qui
qui a reverse la FPGA. C'est Yosys, donc Yosys pour Yosys Open Synthesis Suite, qui globalement il a une seule but dans la vie, c'est il prend votre HDL, il le transforme en RTL. Il y a un truc en plus, voilà, donc c'est la même chose. Vous prenez votre Verilog, vous lui dites de synthétiser le bordel. En plus, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier que vous avez suffisamment d'éléments dans votre FPGA, enfin dans votre modèle précis de FPGA pour faire en sorte que ça marche, parce que s'il en manque, ça ne marchera pas. Et enfin, vous écrivez la sortie du truc. Derrière, vous avez le tool de Place and Route, écrit par un autre mec, qui lui est complètement, autant celui d'avant est plus ou moins général, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à une FPGA en particulier, autant celui-là il est complètement lié. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est il prend votre sortie d'éléments logiques et il prend les symboles et les pins auxquels il faut lier, et ensuite il fait sa tambouille à l'intérieur pour essayer de relier toutes vos logiciels en le minimum possible de route. Et derrière, donc vous avez ce qui vous sort, c'est en gros ce qu'on a là. Il vous sort ça en version binaire en vrai parce que c'est plus simple pour lui. Parce que derrière, en fait, vous avez donc toute la série de suites d'outils de iStorm qui permet donc de passer du plain text au bitstream et l'inverse, et de programmer la board en fait. Voilà, donc par exemple, pour juste prendre un exemple du truc, voilà un module un peu nul qui fait juste un OU entre deux éléments et qui l'assigne à une troisième pin. Donc voilà, la pin 1 à A, la pin B à 10 et la pin Y à 11. Et voici une partie donc, de ce que vous obtenez en sortie. Donc là, on voit qu'on est, ça désigne un PLB d'IO, une tile d'IO. Ça c'est pour dire qu'on est sur une des pins d'entrée. Celui-là contrôle les résistances de pull-up. Là, on dit que sur la pin d'entrée, on fait un spawn 4 en horizontal pour faire traverser l'info de la pin. Et là, on est sur une logic tile derrière. C'est pour dire que c'est la deuxième lookup table qu'on programme. Donc là, en l'occurrence, si vous entrez 0001, vous en ressortez 0, 0002, vous en ressortez 0, et ainsi de suite. Là, c'est des éléments en plus, genre est-ce qu'on veut faire suivre la retenue dans les différents éléments. Et puis, pareil, les local tracks, on assigne un fil à un élément et à l'entrée d'une lookup table, et puis même chose pour les autres. Là, il y a un voisin. Voilà. Donc, en conclusion, c'est un outil, c'est quelque chose de globalement marrant, je trouve. C'est un outil qui est quand même globalement un proof of concept. C'est pas utilisable à grande échelle. Si vous voulez utiliser des trucs genre la PLL qui a été rajoutée genre ultra récemment, qui est pas super fonctionnel. C'est un jouet. C'est plutôt un jouet, mais c'est marrant. Et voilà. Je sais pas si ça a vocation à beaucoup s'élargir dans le futur, mais voilà. Voilà. Je suis désolé si j'ai pas été clair. Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, je crois que tu vas avoir un micro. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on peut commencer dans la programmation en FPGA? Des lectures? Alors, le plus simple, c'est d'acheter une petite board, un truc qui coûte pas cher. Si tu en as pour 20 €, les prix, ça peut aller de 20 € à 80 €. Et de faire, ou alors tu fais de la simulation, si tu préfères, et de faire globalement tu fais du Verilog ou du VHDL au choix. C'est vraiment du choix, et c'est pour faire des projets électroniques de toute façon a priori. C'est pour faire des projets plutôt d'électronique a priori. Je sais pas ce que tu veux faire en vrai. Donc, je comptais faire des compteurs pour commencer. Si tu veux, fais des compteurs. Hein. C'est toi qui vois. Mais voilà, apprends le Verilog ou le VHDL, c'est au choix comme tu veux. Voilà. Ça te suffit comme réponse, je sais pas. Tu voulais peut-être un truc plus détaillé?
Ah, éventuellement, si tu avais un livre, je serais très content. Un livre, j'ai un site plutôt. Enfin, tu tapes FPGA dans Google, en vrai, tu vas trouver des. Tu tapes Verilog dans Google, en vrai, tu vas trouver des tutos qui t'expliquent tout, quasiment. C'est pas un langage très évolué. Enfin, très évolué. Très compliqué. Alors sinon, il y a de très bons bouquins qui existent. C'est lequel? C'est Introduction to Digital Design, qui est assez cool parce qu'en fait, tu as des exemples non seulement en VHDL et aussi en Verilog. Donc ça fait qu'en fait, il t'explique le principe déjà. Et à chaque fois, en fait, pour les puces standards, en fait, il va te mettre à côté le code en VHDL ou en Verilog qui correspond à la chip en question, qui sont des chips qui existent vraiment. Et enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé et je pense que c'est une bonne méthode. Voilà. Alors, tu dis que c'est un jouet, le FPGA, et au début, tu as expliqué ce que vous en avez fait, mais tu comptes en faire quoi, en fait Non, en fait, c'est pas un jouet, la FPGA. C'est pas Ouais. vraiment un jouet. C'est juste que la toolchain open source qu'on a là, elle n'est pas vraiment faite pour quelque chose d'important, du développement important. Les FPGA, tu en trouves dans beaucoup de trucs, c'est quand même vachement utilisé. Effectivement, dans l'informatique, ça se voit moins. C'est plutôt dans l'électronique. Mais bah, tu peux en faire beaucoup de choses. Enfin, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Non, mais toi, tu vas en faire quoi? Moi, ce que j'en fais, là récemment, donc pour le projet de Monsieur Surplis, j'ai réécrit en fait un serial, enfin un UART, pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur, quoi. Parce qu'il avait besoin de ça, donc j'ai fait ça. Puis, enfin, tu peux en faire globalement ce que tu veux. Hein. C'est des éléments logiques. Enfin, tu t'amuses avec ce que tu veux, quoi. Tu peux faire clignoter des LED, hein, ça t'amuse. Voilà. Ouais, dans une autre vie, j'ai fait du calcul scientifique. À l'époque, on disait analyse numérique. Ça n'aime pas trop les flottants quand même, les FPGA. Bah, en fait, on manipule que des bits, hein, en vrai. Donc les flottants, bah, il faut rajouter une couche d'abstraction pour pouvoir les avoir. Faut recoder la norme I3E, quoi. Ouais, globalement. Il n'y a pas de bibliothèque. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai regardé, il n'y en avait pas. Bah, peut-être qu'il y en a, mais le problème, c'est qu'on revient au même problème. C'est-à-dire que, pour le coup, si on veut avoir une gestion des flottants, il faut se baser sur des bits, quoi. Ok. Hardware? Ah, bah, peut-être. Oui, mais sur OpenCore, tu utilises tu fais quand même par-dessus, c'est une abstraction par-dessus les éléments logiques. Oui, du coup, ça revient même. D'accord. D'accord. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas. Ok. C'est mieux alors. Voilà. Ok. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie.